J'ai consacré 10 ans de ma vie à cette entreprise parisienne. 10 années où chaque matin, je traversais les Champs-Élysées avec la satisfaction de me rendre dans un lieu où je me sentais utile. Chez Dufresne Consulting, j'étais devenu le pilier discret mais indispensable du département financier. Je n'étais pas de ceux qui brillent en réunion ou qui se vantent de leur réussite autour d'un café. J'étais simplement celui sur qui l'on pouvait compter, celui qui restait tard quand un dossier urgent devait être bouclé avant l'aube. Quand M. Dufresne a annoncé sa retraite, personne n'a été surpris. À 72 ans, il méritait enfin de profiter de sa maison en Provence. Ce qui nous a tous pris au dépourvu, en revanche, c'était l'identité de son successeur. Son fils, Paul, travaillait à New York depuis des années et n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour l'entreprise familiale. Pourtant, le voilà qui débarquait à Paris auréolé de ses diplômes américains et de son expérience dans une multinationale dont je n'avais jamais entendu parler. Les premiers jours, il s'est contenté d'observer. Je l'ai croisé plusieurs fois dans les couloirs, toujours impeccablement vêtu, toujours le même sourire poli mais distant. Il me saluait d'un hochement de tête sans jamais prendre la peine d'engager la conversation. Je me disais que c'était normal, qu'il lui fallait du temps pour s'acclimater. Puis sont venues les réunions, des réunions interminables où Paul Dufresne parlait de restructuration, d'optimisation des ressources et de performance individuelle. Des mots qui sonnaient creux à mes oreilles, mais qui semblaient fasciner les plus jeunes. Entre deux phrases en anglais, il nous expliquait sa vision d'une entreprise moderne, agile, débarrassée de ses pesanteurs historiques. Un mardi matin, alors que je venais de terminer le bilan trimestriel qui m'avait tenu éveillé une bonne partie de la nuit, ma messagerie a émis ce petit son caractéristique qui annonce l'arrivée d'un email. Une convocation. Bureau de Paul Dufresne, 14 heures. Pas d'objet précisé. J'ai traversé cette journée comme dans un brouillard, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. À 14 heures précises, j'ai frappé à sa porte. Il m'a fait entrer d'un geste sans quitter des yeux l'écran de son ordinateur. J'ai attendu, debout, qu'il daigne lever les yeux vers moi. « Monsieur le maire, nous allons devoir nous séparer de vous. » 7 mots. 7 mots pour balayer 10 ans de loyauté. 7 mots prononcés avec la même indifférence que s'il m'avait demandé l'heure. Pourquoi? C'est tout ce que j'ai pu articuler. Votre profil ne correspond plus aux besoins de l'entreprise. Nous recherchons des collaborateurs plus dynamiques, plus en phase avec notre nouvelle approche. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête mécaniquement, incapable de formuler une pensée cohérente. Il m'a tendu une enveloppe, m'a expliqué les modalités de mon départ, m'a assuré que tout était parfaitement légal. Je n'ai rien écouté. Dans ma tête résonnait une seule question. Comment peut-on juger en 3 semaines la valeur d'un homme qui a consacré 10 ans de sa vie à une entreprise? Je suis sorti de son bureau en automate, ignorant les regards curieux de mes collègues. J'ai rassemblé mes affaires dans un carton, si peu de choses pour représenter tant d'années, et j'ai quitté le bâtiment sans un mot. Dans le métro qui me ramenait chez moi, j'ai été submergé par une vague de colère si violente que j'en ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas seulement mon emploi qu'on m'avait pris, c'était ma dignité. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Assis sur le balcon de mon petit appartement du 11e arrondissement, je contemplais les lumières de Paris qui scintillaient dans l'obscurité comme pour me narguer. La ville continuait de vivre, indifférente à mon drame personnel. Un verre de Bordeaux à la main, je repassais en boucle les événements de la journée, cherchant désespérément à comprendre ce qui s'était passé. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Des messages de soutien de quelques collègues, ceux qui avaient osé braver la peur de déplaire au nouveau patron. Leurs mots étaient gentils mais creux. Aucun n'avait pris ma défense quand c'était nécessaire. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Chacun protégeait son gagne-pain. J'ai essayé d'appeler Marie, mon ex-femme. Nous étions restés en bons termes après notre séparation et elle avait toujours su trouver les mots justes dans les moments difficiles. Mais elle n'a pas répondu. Plus tard, j'ai reçu un message. « Désolé, je suis en Bretagne avec les enfants. Tout va bien ?» Je n'ai pas eu le courage de lui répondre. Comment lui expliquer que l'homme qu'elle avait connu, sûr de lui et de sa place dans le monde, venait de s'effondrer comme un château de cartes? Vers 2 heures du matin, j'ai sorti tous mes papiers, contrat de travail, avenant, évaluations annuelles. Tout était là, soigneusement classé.
J'ai relu ces documents comme si je pouvais y trouver une explication, un indice que j'aurais manqué. Mes évaluations étaient excellentes, année après année. Collaborateur rigoureux et fiable, force de proposition, pilier de l'équipe, financière, des mots qui sonnaient maintenant comme une mauvaise plaisanterie. Et puis, au milieu de ces papiers, j'ai retrouvé un document que j'avais presque oublié, un avenant à mon contrat, signé 5 ans plus tôt, après que j'ai sauvé l'entreprise d'un redressement fiscal qui aurait pu nous coûter des millions. À l'époque, M. Dufresne père m'avait convoqué dans son bureau et m'avait remercié, personnellement. Il avait insisté pour que nous ajoutions une clause de protection à mon contrat. Je me souviens de ces mots. « Un homme comme vous est trop précieux pour que je prenne le risque de vous perdre. » La clause stipulait qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou sans respect d'une procédure spécifique impliquant le fondateur de l'entreprise, l'indemnité serait triplée par rapport aux dispositions légales. À l'époque, je n'y avais pas prêté grande attention. La loyauté de M. Dufresne envers ses employés était légendaire et je n'imaginais pas être un jour remercié. J'ai relu plusieurs fois ce document, sentant une étrange chaleur se répandre en moi. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose s'était rallumé, une sorte de dignité retrouvée. Paul Dufresne avait-il seulement pris la peine de lire mon dossier, avant de décider que je n'étais plus en phase avec sa vision? À l'aube, épuisé mais l'esprit plus clair, j'ai pris une décision. J'allais consulter un avocat, pas par vengeance, mais par respect pour moi-même, pour ces 10 années de travail acharné. Je ne pouvais pas effacer d'un revers de main une décennie de ma vie professionnelle. J'ai finalement répondu à Marie, j'ai perdu mon travail. Mais je crois que je vais retrouver autre chose, ma fierté. Puis j'ai appelé Maître Rousseau, un ami d'enfance devenu avocat spécialisé en droit du travail. Il a accepté de me recevoir dans la matinée. En me préparant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé, un mélange d'appréhension et d'excitation. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, je reprenais le contrôle de ma vie. Le cabinet de Maître Rousseau se trouvait dans une ruelle paisible du Marais. Son assistante m'a conduit dans un bureau chaleureux où les livres de droit côtoyaient des œuvres d'art contemporain. Éric Rousseau n'avait pas changé depuis notre dernière rencontre. Toujours cette même barbe grisonnante soigneusement taillée, ce même regard vif derrière des lunettes rondes. « Thomas, ça fait une éternité », m'a-t-il accueilli en me serrant dans ses bras. « J'aurais préféré te revoir dans d'autres circonstances. » Je lui ai tout raconté depuis l'arrivée de Paul Dufresne jusqu'à mon licenciement expéditif. Il m'écoutait attentivement, prenant quelques notes. Quand j'ai mentionné l'avenant à mon contrat, ses yeux se sont illuminés. Il a immédiatement demandé à le voir. « C'est remarquable », a-t-il murmuré après l'avoir lu. « Cette clause est parfaitement rédigée, sans ambiguïté possible. Dufresne père savait ce qu'il faisait. »« Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?» ai-je demandé. « Ça signifie, mon cher Thomas, que ton licenciement est entaché d'un vice de procédure majeur. Paul Dufresne n'avait pas le pouvoir de te licencier sans consulter son père, qui est toujours actionnaire majoritaire de l'entreprise. De plus, il n'a pas respecté la procédure de licenciement standard. Pas d'entretien préalable formalisé, pas de lettre recommandée. C'est un cas d'école d'abus de pouvoir. » J'ai senti un poids se lever de mes épaules. Je n'étais pas le problème. Je n'étais pas devenu obsolète ou incompétent du jour au lendemain. Que me conseilles-tu? Je vais envoyer un courrier recommandé dès aujourd'hui pour contester ce licenciement. Mais avant, j'aimerais appeler directement M. Dufresne père. As-tu son numéro personnel? J'ai hésité un instant. Contacter directement le fondateur semblait radical. Mais après tout, c'était lui qui avait insisté sur cette clause de protection. J'ai sorti mon téléphone et trouvé son numéro. Éric a mis le téléphone en haut-parleur. Après 3 sonneries, la voix familière de mon ancien patron a résonné dans le bureau. « Monsieur Dufresne, ici Maître Rousseau, avocat de Thomas Lemaire. » Un silence. Puis, « Thomas, que se passe-t-il » Éric m'a fait signe de parler. « Bonjour, Monsieur Dufresne, j'ai été licencié hier par votre fils. » Un autre silence, plus long cette fois. « Comment ça, licencié? Pour quel motif? » Apparemment, je ne corresponds plus aux besoins de l'entreprise. Je ne suis pas assez dynamique. Un juron a éclaté à l'autre bout de la ligne, si violemment que j'en ai sursauté. C'est absurde.
Thomas, je vous présente mes excuses. Paul ne m'a rien dit. Il n'avait aucun droit de faire ça, surtout pas sans me consulter. Eric a repris la parole, expliquant calmement la situation juridique et rappelant les termes de l'avenant au contrat. Oui, je me souviens parfaitement de cette clause, a confirmé M. Dufresne. Elle est toujours valide, bien sûr. Paul n'est pas au-dessus des règles que j'ai établies. Sa voix trahissait une colère à peine contenue. Je vais régler ça immédiatement. Thomas, pourriez-vous venir à mon domicile ce soir, disons 18 heures? J'ai accepté, encore étourdi par ce retournement de situation. Après avoir raccroché, Eric m'a regardé avec un sourire. Tu vois, la justice existe parfois, mais je vais quand même envoyer ce courrier pour formaliser les choses. En quittant son cabinet, j'ai marché sans but dans les rues de Paris, tentant d'assimiler ce qui venait de se passer. Mon téléphone a sonné. C'était Sandra, ma collègue du service comptabilité. « Thomas, il se passe des choses bizarres ici. Paul Dufresne est enfermé dans son bureau depuis 1 heure. On l'a entendu crier au téléphone. Et M. Dufresne, père, vient d'arriver. Il a l'air furieux. Que se passe-t-il ?»« Je crois que la justice est en marche, Sandra, » ai-je répondu, incapable de cacher mon sourire. À 18 heures précises, je sonnais à la porte de l'hôtel particulier des Dufresne, dans le 16e arrondissement. Le vieux monsieur m'a accueilli lui-même, l'air fatigué mais déterminé. « Entrez, Thomas, nous avons beaucoup à discuter. » Le salon des Dufresne était à l'image de son propriétaire, élégant mais sans ostentation, avec ses meubles anciens, qui racontent une histoire familiale. Monsieur Dufresne m'a invité à m'asseoir dans un fauteuil en cuir usé par le temps et m'a servi un cognac sans me demander si j'en voulais. « J'ai fondé cette entreprise il y a 40 ans, a-t-il commencé, en contemplant le liquide ambré dans son verre. 40 ans à construire quelque chose de solide, d'humain. Et voilà que Paul croit pouvoir tout chambouler en quelques semaines, au nom de je ne sais quelle modernité. Il a bu une gorgée et a continué, le regard perdu quelque part entre les murs couverts de livres. Je pensais bien faire en lui confiant les rênes. Ma santé n'est plus ce qu'elle était et je voulais profiter de mes vieux jours. Quelle erreur! J'ai gardé le silence, ne sachant pas vraiment quel rôle je jouais dans ce drame familial. Monsieur Dufresne a posé son verre et m'a regardé droit dans les yeux. Paul sera ici dans quelques minutes. J'ai exigé sa présence. Je veux qu'il vous présente ses excuses en personne. Mais avant qu'il n'arrive, j'aimerais vous faire une proposition. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Allait-il m'offrir de revenir? Étrangement, cette idée ne me procurait aucune joie. Je vous écoute, ai-je répondu prudemment. Je vous propose le poste de directeur financier, avec une augmentation substantielle, bien entendu. Vous connaissez l'entreprise mieux que quiconque, et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour surveiller les décisions de Paul. J'ai été pris de court par cette offre. Directeur financier, le poste dont je rêvais, depuis des années. Pourtant, quelque chose me gênait. Et Paul, il accepterait cela? Monsieur Dufresne a eu un sourire qui n'avait rien d'aimable. Paul n'a pas le choix. Il a commis une erreur qui pourrait coûter très cher à l'entreprise, sans parler du préjudice moral. La sonnette de l'entrée a retenti à ce moment précis. Quelques instants plus tard, Paul Dufresne entrait dans le salon, l'air défait. Il a jeté un regard noir dans ma direction avant de se tourner vers son père. « Tu m'as humilié devant tout le conseil d'administration », a-t-il attaqué sans préambule. « Tu t'es humilié tout seul », a répondu calmement le vieux Dufresne. « Assieds-toi et écoute ce que j'ai à dire. » Le fils a obéi, visiblement à contre-cœur. J'ai noté qu'il avait troqué son costume impeccable pour une tenue plus décontractée, comme si son autorité s'était évaporée en même temps que son vernis professionnel. Thomas va revenir dans l'entreprise en tant que directeur financier, qu'a annoncé M. Dufresne, et tu vas travailler avec lui, pas contre lui. Si j'entends parler de la moindre friction, je reprends les commandes et tu retournes à New York. Est-ce clair? Paul a serré les dents si fort que j'ai cru les entendre. Grincé, parfaitement clair, a-t-il articulé avant de se tourner vers moi. Mes excuses pour ce malentendu, monsieur le maire. J'espère que nous pourrons collaborer efficacement à l'avenir. Ces excuses forcées ne valaient rien, nous le savions tous les trois, mais elles faisaient partie du rituel imposé par le patriarche. Une fois Paul parti, M. Dufresne s'est affalé dans son fauteuil, soudain plus vieux de 10 ans. « Alors, Thomas, qu'en dites-vous? Vous acceptez ma proposition ?» J'ai pris une profonde inspiration. Une partie de moi voulait dire oui immédiatement.
revenir triomphalement, avec une promotion et la garantie que Paul ne pourrait plus me nuire. La revanche parfaite. Mais une autre voix, plus discrète, me soufflait autre chose. Les dernières 24 heures m'avaient forcé à me poser des questions que j'avais trop longtemps évitées. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Était-ce cette entreprise, même avec un meilleur poste? Ou était-ce autre chose? Puis-je vous donner ma réponse demain? Ai-je demandé. J'ai besoin de réfléchir. Monsieur Dufresne a paru surpris, mais a acquiescé. Bien sûr, prenez votre temps. Le poste est à vous quand vous le voudrez. En sortant de chez les Dufresne, j'ai été frappé par une étrange sensation de légèreté. Pour la première fois depuis très longtemps, mon avenir n'était pas tracé d'avance. Je pouvais choisir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans mon appartement. J'ai pris un train pour Fontainebleau et j'ai loué une chambre dans une petite auberge que Marie et moi fréquentions autrefois, lorsque nous avions besoin de fuir le tumulte parisien. J'avais besoin de silence, d'air pur et surtout de distance. Au petit matin, j'ai marché dans la forêt. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les feuilles, créant un jeu d'ombres et de lumière sur le sol moussu. Je respirais profondément, essayant de faire le vide dans mon esprit. Revenir chez Dufresne Consulting en tant que directeur financier, c'était tentant, indéniablement. Plus d'argent, plus de pouvoir, et cette satisfaction de voir Paul contraint de me respecter. Mais était-ce vraiment ce que je voulais? Ou n'était-ce qu'une revanche mesquine, un pansement sur mon orgueil blessé? En fin de matinée, je me suis assis sur un banc face au château. Mon téléphone avait sonné plusieurs fois, Monsieur Dufresne probablement impatient d'avoir ma réponse. Je n'avais pas décroché, pas encore. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à griffonner des idées, comme je le faisais souvent quand j'avais besoin d'y voir clair. D'un côté, les raisons de retourner chez Dufresne. De l'autre, les raisons de tourner la page. Et au milieu, une question. Qu'est-ce que je ferais si je ne retournais pas là-bas? Cette question m'a arrêté net. Qu'est-ce que je ferais? Je n'y avais même pas réfléchi. Comme si ma vie ne pouvait être définie qu'en opposition à ce licenciement, à ce rejet. J'ai repensé à ces conversations que j'avais eues avec certains clients ces dernières années. Des entreprises qui me confiaient discrètement qu'elles seraient intéressées par mes services en tant que consultant indépendant. J'avais toujours poliment décliné par loyauté envers les Dufresne. Quelle ironie! J'ai appelé Marie. Cette fois, elle a répondu. « Thomas, ça va ?» J'étais inquiète. J'ai tout déballé. Le licenciement, l'avenant au contrat, l'offre de « Monsieur Dufresne », mes doutes. « Tu sais ce que je pense ?» a-t-elle dit après un long silence. « Je pense que c'est la première fois depuis notre divorce que je t'entends parler de ton avenir avec enthousiasme. Pas avec résignation ou sens du devoir, avec enthousiasme. » Ces mots ont résonné en moi comme une révélation. Elle avait raison. L'idée de construire quelque chose de nouveau me donnait une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Et les enfants ?» ai-je demandé, soudain inquiet. « Si je me lance à mon compte, les premiers mois seront difficiles financièrement. Je ne pourrai peut-être pas. »« Les enfants sont fiers de leur père, » m'a-t-elle coupé. « Ils le seront encore plus s'ils te voient suivre tes rêves plutôt que de te contenter d'un confort morose. » J'ai raccroché avec une clarté nouvelle. J'ai composé le numéro de Monsieur Dufresne. Il a décroché à la première sonnerie. « Thomas, j'attendais votre appel. J'ai pris ma décision, Monsieur Dufresne. Je vous remercie sincèrement pour votre offre, mais je dois la décliner. » Un silence étonné à l'autre bout de la ligne. « Je ne comprends pas. Vous préférez une indemnité de licenciement plutôt qu'un poste de direction? »« Ce n'est pas une question d'argent, » ai-je expliqué. « C'est une question de chemin. Je crois qu'il est temps pour moi d'en emprunter un nouveau. » Il a soupiré, mais sans colère. Je m'en doutais, d'une certaine façon. Vous n'avez jamais été du genre à choisir la facilité, Thomas. Que comptez-vous faire? Me lancer comme consultant indépendant. Je connais déjà quelques entreprises qui pourraient être intéressées. Y compris la mienne, a-t-il demandé, et j'ai perçu un sourire dans sa voix. Si vous le souhaitez, bien sûr. J'insiste, nous avons toujours besoin de votre expertise, même si c'est sous une autre forme. Et puis, cela me permettra de garder un œil sur Paul. Nous avons discuté des modalités pratiques, mon indemnité de départ, qui serait généreuse. Un premier contrat de consultation avec Dufresne Consulting, ses conseils pour démarrer mon activité. À la fin de la conversation, il a ajouté « Vous savez, Thomas, je vous ai toujours considéré un peu comme un fils. Le fils que j'aurais
Voulu avoir peut-être. Prudent mais pas timoré. Loyal mais pas aveugle. Je suis désolé que les choses aient tourné ainsi, mais je suis heureux qu'elle vous ait poussé vers votre voie. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais imaginé. En raccrochant, j'ai réalisé que je pleurais, mais pas de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude et peut-être aussi de peur. Car le chemin qui s'ouvrait devant moi n'avait rien de balisé. Il me faudrait le tracer moi-même, pas à pas. 6 mois ont passé depuis cette journée qui a changé ma vie. L'automne parisien a cédé la place à un hiver rigoureux, puis à un printemps hésitant. Et me voilà, installé dans ce petit bureau lumineux du quartier de la Bastille, à contempler ce que j'ai bâti en si peu de temps. Le maire Conseil est né officiellement en janvier, après 3 mois de préparation intense. Je n'ai pas fait les choses à moitié. J'ai suivi une formation en création d'entreprise, rencontré d'autres consultants, élaboré un business plan minutieux. L'indemnité de Dufresne m'a permis de voir venir pendant cette période sans revenu. Les débuts ont été modestes. Mon premier client était une PME dirigée par un ancien camarade de lycée qui m'a confié la restructuration de sa comptabilité. Le contrat avec Dufresne Consulting a suivi, me garantissant un revenu régulier. Puis, le bouche à oreille a fait son œuvre. D'anciens collègues m'ont recommandé auprès de leurs contacts. Des clients de Dufresne ont appris que j'étais disponible et m'ont sollicité directement. Aujourd'hui, je jongle entre plusieurs projets et j'envisage même d'embaucher une assistante à mi-temps. Qui l'eût cru? Certainement pas moi, il y a encore quelques mois. Le plus surprenant dans cette aventure, c'est la découverte de facettes de ma personnalité que j'ignorais. Moi qui me croyais méthodique mais peu créatif, je me suis révélé capable d'imaginer des solutions innovantes pour mes clients. Moi qui redoutais les relations sociales, je prends plaisir à rencontrer de nouvelles personnes, à écouter leurs problématiques, à construire des liens de confiance. Ce matin, j'ai reçu un appel de Sandra. Elle envisage de quitter Dufresne Consulting. L'ambiance n'est plus la même, m'a-t-elle confié. Paul a fini par imposer sa vision, et M. Dufresne père intervient de moins en moins. Plusieurs anciens sont partis. Je me demande si je ne devrais pas faire comme toi, prendre un nouveau départ. Je l'ai écouté sans chercher à l'influencer. Chacun doit trouver son propre chemin, au moment qui lui convient. Mais je lui ai proposé de passer me voir, pour discuter des possibilités qui s'offraient à elle. Qui sait, peut-être deviendrait-elle ma première employée plutôt qu'une simple assistante. Après cet appel, j'ai consulté mon agenda pour les semaines à venir. Les rendez-vous s'enchaînaient, témoignant d'une activité florissante. Et parmi eux, un nom qui m'a fait sourire, Paul Dufresne. Il m'avait contacté la semaine dernière, à ma grande surprise, pour me demander conseil sur un projet de développement à l'international. Apparemment, mon expertise lui semblait soudain précieuse, maintenant qu'il devait la payer au prix fort. J'avais accepté ce rendez-vous sans arrière-pensée. Non pas par magnanimité, je n'en suis pas encore là, mais parce que je n'avais plus rien à prouver, ni à lui, ni à moi-même. Ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé, et je lui en étais, d'une certaine façon, reconnaissant. En fin d'après-midi, j'ai retrouvé Marie et les enfants pour un goûter dans un café près de mon bureau. Léa, 13 ans, m'a bombardé de questions sur mon travail, fascinée par cette nouvelle vie de son père. Hugo, 10 ans, était plus intéressé par la pâtisserie devant lui que par mes aventures professionnelles. Mais il a tout de même levé les yeux quand j'ai évoqué la possibilité d'un voyage à Bruxelles pour un nouveau client. « Tu nous emmèneras ?» a-t-il demandé, les yeux brillants. « Si votre mère est d'accord, pourquoi pas? Ce serait pendant les vacances scolaires. » Marie a souri, de ce sourire complice que nous partageons parfois, malgré nos chemins séparés. Ça leur ferait du bien de voir autre chose. Et à toi aussi, de mêler travail et plaisir pour une fois. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai repensé à cette conversation du mois d'octobre dans le bureau de Paul Dufresne. Nous ne vous avons pas besoin d'employés comme vous. Ces mots qui m'avaient brisé sur le moment résonnaient aujourd'hui, différemment à mes oreilles. Il avait raison d'une certaine façon. Je n'étais pas fait pour être un simple employé. J'avais besoin de cet électrochoc pour le comprendre. Le hasard ou le destin m'avait offert une chance de rebondir grâce à cet avenant oublié. Mais c'est moi qui avais choisi de transformer cette chance en opportunité, cette crise en renaissance. Demain, je recevrai un nouveau client potentiel. Une start-up prometteuse dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Un secteur qui me tient à cœur
et dans lequel je n'aurais jamais pu m'investir chez Dufresne. J'ai préparé notre rencontre avec soin, impatient de découvrir leurs projets, leurs besoins, leurs visions. Ce soir, en contemplant les lumières de Paris depuis ma fenêtre, je mesure le chemin parcouru. De la colère à l'acceptation, du doute à la confiance, de la peur à l'audace. Ce licenciement qui devait m'anéantir m'a en réalité libéré. Non sans douleur, non sans angoisse, mais avec au bout du compte cette certitude tranquille. Parfois perdre ce que l'on croyait essentiel nous permet de trouver ce dont on avait vraiment besoin.